aujourd'hui, je vais aller poser la question de Maud au docteur Alain Toledano, radiothérapeute, cancérologue à l'Institut Raphael. On a la chance, il nous accorde du temps, on va lui poser beaucoup de questions et je vais vous présenter l'Institut Raphael qui est une très belle maison pour le après-cancer ou pour le cancer. Docteur Alain Toledano, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui, parce que je sais que ton temps est très précieux. Avec plaisir, Maud. Donc on est là dans l'enceinte de l'Institut Raphael, qui est une très belle maison, on va en parler un petit peu plus. Je suis venue parce que la question de Maud, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je viens voir des grands spécialistes comme toi pour poser des questions que mes internautes ne peuvent pas forcément faire, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se déplacer, elles sont en province. Problèmes financiers, problèmes de la vie, on ne sait pas, des fois on ne peut pas venir voir des grands spécialistes comme toi, donc je viens, je me déplace et je pose la question. C'est très louable, et donc je suis là pour répondre avec plaisir. Merci beaucoup. La première question, c'est quand on vient d'annoncer un cancer à une femme, à un homme, parce que tu es vraiment spécialiste dans tous les cancers, quelles vont être les démarches et toi en tant que médecin, comment tu les orientes, comment tu les guides? Voilà, on vient de m'annoncer que j'ai le cancer, je ne sais pas quoi faire. D'accord. C'est quoi le cheminement? Alors d'abord, le cancer, effectivement, c'est une maladie qui fait peur. Donc quand on annonce un cancer, on va être saisi par la peur, comme un espèce de traumatisme. Et donc on va avoir peur de mourir, peur de souffrir. On est prisonnier de cette peur, mais il va bien falloir réagir et être traité. Donc on va avoir deux histoires. L'histoire de la personne qui est malade, pour arriver à définir un plan de traitement, un plan de soins, mais elle n'est pas réduite à sa maladie, c'est une personne. Donc il va falloir qu'on puisse l'accompagner dans toutes ses dimensions. Donc on s'occupe de la maladie et de la personne elle-même. Très beau. Donc à quel moment tu vas pouvoir l'orienter sur des soins? Alors le cancer c'est très général, la question est dure, mais tu vas l'orienter déjà vers des soins de chimiothérapie, de radiothérapie. Je ne connais rien au cancer, donc c'est vraiment pour ça que je te pose cette question. Quand on annonce un cancer, c'est plutôt de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, c'est quoi? C'est dur pour toi de répondre à cette question parce que c'est plein de cancers ensemble, mais je veux comprendre. Le cancer, finalement, c'est des cellules, chaque cellule du corps est capable de se renouveler. Quand vous vous coupez, les cellules, elles se réparent. Elles savent le faire, les cellules de la peau, par exemple. Mais elles savent s'arrêter. Mais parfois, il y a une dysfonction et les cellules se renouvellent de façon anarchique, sans s'arrêter, ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. Alors, on a 200 types de cellules dans le corps. Elles peuvent toutes se cancériser, mais elles n'ont pas la même histoire. Il y a deux risques, finalement. Quand le cancer augmente, il y a un risque local, qui prenne de la place localement, qui soit envahissant. Et il y a un risque qu'il aille ailleurs, qui diffuse dans d'autres organes, ce qu'on appelle des métastases. Et donc quand on va faire un traitement, on va faire soit des traitements locaux, comme la chirurgie, la radiothérapie, c'est des rayons transparents qui ne font pas mal. Tout ça pour diminuer le risque local. Mais on peut faire aussi des traitements généraux de l'ensemble du corps, des comprimés d'anti-hormones qu'on appelle l'hormonothérapie, de la chimiothérapie en perfusion ou d'autres médicaments plus ciblés. Donc on définit un plan de traitement en fonction de la situation, comme une esthéticienne va définir son plan d'action, son plan de soins, en fonction d'objectifs. Maintenant, il faut partager avec chaque patient ses objectifs. Parce qu'un patient qui comprend son traitement, c'est un patient qui a moins peur. Et on a besoin de lui dans le parcours. On ne se bat pas tout seul face à une maladie. Donc j'imagine que c'est pour ça aussi que tu as voulu monter l'Institut Raphael. Donc ça fait 2 ans maintenant que tu es président. Le 3 décembre, ça a été l'anniversaire de l'Institut Raphael. Bon anniversaire. Merci, déjà. Merci. Et félicitations, c'est un lieu absolument magnifique. On se sent bien, on sent une énergie positive, on se sent accompagné. Et qu'est-ce que tu pourrais expliquer donc aux hommes et aux femmes qui nous regardent ici? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'Institut Raphael pour se sentir mieux? Alors en fait, on est parti du principe que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. Quelqu'un dont les organes sont silencieux ne va pas forcément se sentir en bonne santé. La santé, c'est la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, dont l'esthétique et la beauté font partie, et on va y revenir. Et ici, dans cet institut qu'on appelle Raphael, et Raphael, c'est l'ange de la guérison, on va offrir des parcours d'accompagnement. On va co-construire avec chaque patient ces parcours qui sont orientés vers la nutrition, les émotions,
l'activité physique, le bien-être, l'esthétique, l'image de soi, le retour à l'emploi. Et donc on va accompagner tous ces patients parce qu'on sent que quand on s'occupe globalement de quelqu'un, c'est mieux que si on ne s'occupait que de sa maladie. Bien sûr. L'Institut Raphaël, c'est finalement 17 000 soins. Oui, C'est énorme. On a effectué 17 000 soins offerts qui sont évalués pour 1700 nouveaux patients. Alors en fait, c'est énorme et c'est pas énorme parce qu'il y a un besoin infini. Les gens, quand ils rencontrent la fragilité de la maladie, ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et nous, on a besoin de faire autre chose que de la médecine technique. Alors c'est vrai qu'une femme qui va perdre ses cheveux, ses sourcils, ses cils, prendre du poids, c'est très important qu'on puisse avoir cette approche d'accompagnement global. Alors justement, toi en tant que médecin, est-ce que tu as pu te rendre compte, j'imagine que oui, si tu as monté cet institut, l'importance de l'esthétique, de la beauté de la femme, quand on lui annonce un cancer, on sait qu'elle va, pas forcément, mais assez fréquemment perdre ses cheveux, ses sourcils, ses cils. Et moi, le retour que j'ai toujours de mes clientes qui viennent, donc soit avant les débuts de chimio, parce qu'elles veulent que je leur fasse les sourcils, soit après toute cette bagarre qu'elles ont faite face à la maladie, c'est toujours la même chose qui revient, c'est j'avais tellement besoin de me sentir jolie devant le miroir et j'ai perdu toute estime de moi, j'ai perdu toute cette beauté, toute cette fraîcheur que je pouvais avoir avant la maladie. Et heureusement, vous avez été là pour m'aider avec mes sourcils, peut-être avec une perruque, avec un eyeliner. Alors, ça paraît très superficiel, mais en tant que femme, c'est pas moi qui le dis, c'est les patientes viennent me voir en me disant c'est 50% de la guérison. Le fait de me sentir jolie, j'ai voulu me battre. Et que quand on se sent plus jolie, quand on se sent plus femme, finalement, on n'a même plus envie de se battre. On est affaibli dans tous les sens, psychologiques et esthétiques. Alors on est en total accord. Finalement, il faut tordre le cou à l'idée de dire que l'esthétique, c'est futile. Non, c'est utile. Même Riverdi disait que l'esthétique, c'est l'éthique du dedans. Il ne serait pas éthique aujourd'hui, il ne serait pas moral de prendre en charge quelqu'un qu'on voit se dégrader, qui détruit son image de lui-même, sans l'accompagner de ce point de vue-là. On sait que nos traitements sont efficaces, mais ils génèrent des effets secondaires. Il est indispensable pour la confiance en soi, pour la combativité, pour la guérison, qu'on puisse avoir ce sentiment de bien-être et ce sentiment de confiance qu'on a lorsqu'on se préoccupe de nous-mêmes, d'être accompagné. Donc chaque patient, chaque patiente, beaucoup des patientes, mais les patients aussi, doit bénéficier d'un parcours de réhabilitation de son image. Alors on va parler du regard, les sourcils, les cils, avec tout ce que vous pouvez faire de fabuleux. Mais on va parler aussi de ce qu'on cache souvent, le mamelon, mettre de la couleur sur la peau, avoir un mamelon, idéalement, pourquoi pas en 3D, un joli mamelon quand on a enlevé le sein, arriver à reconstruire sa sexualité, son image de femme, accompagner la repousse des cheveux, mais également travailler sur le meilleur conseil, les prothèses capillaires, les turbans. Et puis, bien sûr, quand on a un cancer, on se pose tout un tas de questions. Est-ce que je peux faire ma couleur? Est-ce que je vais utiliser des produits sans ammoniac? Est-ce que je vais faire du permanent, semi-permanent, etc. Donc il faut qu'on puisse avoir accès à tout ça. Et c'est vrai qu'un médecin cancérologue... C'est difficile pour lui de répondre à toutes ces questions. Il n'en a pas les connaissances, bien sûr. Il n'aura souvent pas le temps, mais enfin on se cache derrière le temps. Mais là, en l'occurrence, c'est une question d'expertise. Quand on envoie une patiente à Maud pour ces questions-là, c'est plus facile que si Alain Toledano y répond. Et tout le monde sera d'accord et c'est pas bien grave, heureusement que ça fonctionne comme ça. Donc je crois que c'est un devoir, il faut s'engager vers la meilleure esthétique pour tous. C'est une question de respect de l'individu et de dignité. Voilà. Bah alors, s'il y avait plus de médecins comme toi, de cancérologues comme toi, je pense que on irait beaucoup plus vite à la guérison, tout simplement, parce que tu as une telle ouverture d'esprit et tu comprends vraiment les demandes, là c'est pour la femme, mais tu comprends vraiment les demandes féminines. Vraiment, je te remercie à la place de mes internautes qui sont là, parce que tu as vraiment un discours, c'est pas qu'un discours médical, c'est un discours qui est vraiment poussé sur la psychologie, sur l'esthétique. Tu comprends les femmes, tu comprends la femme, et vraiment merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense, que tu as monté cette structure puissante qui accompagne la femme, l'homme aussi, dans toute sa quête de la guérison. Alors, en fait, on a beaucoup de patients, de patientes qui nous manifestent leur sentiment d'isolement. Il y a une sensation de solitude, on est tout seul face à la vie, face à la mort, face à la maladie.
Et cette sensation d'isolement, lorsqu'on accompagne, puisque tous les parcours de soins sont évalués, on voit que déjà au bout de 2 mois, avec du temps qu'on va donner à chacun, ce temps qualitatif, on diminue de 40% le sentiment d'isolement. C'est énorme. Et c'est énorme. D'abord, d'où la nécessité d'évaluer tout ce qu'on fait, parce que finalement, c'est des traitements non médicamenteux. Quand on adresse une patiente qui n'a pas confiance en elle, qui se sent seule, à une esthéticienne qui lui fait un soin du visage, un soin de peau réhydratant, qui s'occupe de son regard, de ses mains, eh bien on peut dire que c'est de la thérapie non médicamenteuse. À la limite, on pourrait même dire que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale et la solidarité nationale. D'ailleurs, on pourrait se battre là-dessus, parce qu'il me semble que ce serait quand même plus qu'important que tout ce qui est soins, ostéo, bon, perruque, c'est un peu pris en charge, mais enfin, c'est tellement rien à côté de ce grand tout que peut-être l'esthétique face à la maladie. Mais tu sais, Maud, on a 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. On peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue ou une séance d'esthéticienne. C'est pas normal. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui auraient moins de dépendance aux médicaments, qui se sentiraient mieux si on arrivait à avoir un miroir bienveillant, une bonne image de soi, qu'on arrivait à réhabiliter le regard, ce qu'on cherche dans l'autre en fait. C'est ce regard qui nous trouve belle à notre façon, à notre manière. Et avoir des esthéticiennes comme toi, qui regardent les patients de façon bienveillante. Ce n'est pas parce qu'on a une fragilité de vie, qu'on est mutilé, qu'on n'a pas le visage de ses 20 ans, qu'on est finalement à mettre de côté. Chacun peut être beau, avec son regard, assumer son physique, à condition finalement qu'on travaille avec lui pour l'amener à se sentir mieux et à se sentir beau. Bien sûr. Alors, si on veut aider l'Institut Raphaël, parce que l'Institut Raphaël, c'est que de la... Il n'y a pas d'aide de la sécurité sociale, il n'y a rien finalement. Tu te bats tout seul avec tous les gens qui t'entourent et qui t'aident, mais finalement, c'est un choix que tu as fait de te battre pour les femmes, pour les hommes qui veulent se sentir bien. C'est assez unique en France, mais finalement, tu n'es pas aidé par la Sécu, tu n'as pas d'aide. Enfin, comment ça se passe? Comment on peut aider, nous? Alors, avec nos mains, mais aussi peut-être avec des dons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Effectivement, on a une association qui offre les soins pour ne pas que les patients et les patientes qui n'en ont pas les moyens soient exclus. Alors on offre tout, quelles que soient les conditions. Bravo. Et on évalue tout ça. Parce qu'il faut proposer un autre système, une transformation, pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et lorsqu'on arrivera avec les données, à ce moment-là, on pourra justifier que c'est important et que la solidarité nationale puisse nous accompagner. Alors on a effectivement des entreprises qui nous aident, la région Île-de-France sur certains projets de sport santé ou autres. Et donc aussi les dons des particuliers. C'est-à-dire quand on partage des valeurs, on prend plaisir à donner. Et quand on donne quelque chose, d'abord on se sent bien, et puis on sait que c'est quelqu'un d'autre de plus fragile qui va le recevoir. Et donc on fait appel à cette chaîne de solidarité, cette chaîne d'union qui nous permet de façon vertueuse de faire avancer cette médecine humaniste. Bravo. Il ne faut pas dire autre chose, hein. Je vois les yeux qui pétillent là, c'est une fierté. Ah oui, bien sûr. C'est magnifique. Ouais. Alors, je sais que tu ne vas pas en parler parce que voilà, mais moi je veux en parler aujourd'hui. Malheureusement, alors chaque année tu fais un gala qui est juste somptueux, le gala Raphaël, où tu m'invites à chaque fois, tout le monde joue le jeu, c'est juste sublime et ça te permet donc d'avoir des dons forcément pour aider l'Institut Raphaël toute l'année à aider les femmes, les hommes sur les soins que tu proposes. Cette année, bien évidemment avec le Covid, ça a été annulé. Donc c'est très grave parce que finalement ça empêche l'Institut Raphaël de fonctionner comme il devrait et du coup au-delà de l'Institut Raphaël que tu as monté, c'est surtout que ça empêche des femmes et des hommes d'avoir des soins qui vont les aider à aller mieux, à guérir plus vite et finalement ça coupe les ailes de l'Institut Raphaël et ça je refuse. Donc je trouve ça très important que vous internautes qui nous regardez, Alain nous a donné du temps, son temps, un temps qui est très précieux pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous guider. Et moi, je pense que c'est très important. C'est pas grand-chose. Il y a une tombola qui a été mise en place par tes chargés de communication. C'est 5 € le billet, c'est autant de rien dire. Je sais que tu n'aimes pas parler de ça, donc c'est moi qui parle de ça. Autant dire que c'est rien 5 €, mais si vous avez quelqu'un dans votre famille, si votre maman, si votre sœur, n'importe qui, si votre père a été touché par le cancer, ou sera peut-être touché par le cancer, vous seriez content qu'il y ait des maisons comme ça qui se créent
autour de chez vous. Et donc, il faut aider l'Institut Raphaël avec cette tombola. Donc, nous-mêmes, je n'ai pas encore réfléchi, ça vient de me prendre comme ça. On va réfléchir avec Maud Dermoesthétique à ce qu'on pourrait faire comme reversement. Parce que chaque année, on fait. Donc, on a travaillé aussi avec d'autres associations, Génétique Cancer, que tu dois connaître. On a fait vraiment plein de dons. Et donc, ce mois-ci, on va faire des dons, nous aussi, pour cette tombola. Donc, on va en parler très régulièrement. Et ça sera absolument génial parce qu'on est vraiment suivis. Et je compte sur vous pour... On va vous mettre le lien, vous inquiétez pas, pour vraiment aider l'Institut Raphaël. Comme toi, tu peux aider toutes ces patientes et tous ces patients. Merci, merci. Il faut penser finalement que l'économie de marché... c'est compliqué avec le Covid, mais toute l'économie sociale et solidaire a pris un coup parce qu'on compte beaucoup sur l'événementiel, le fait de créer de la joie. Et la contrepartie de la création de joie, c'est des gens qui vont s'engager, soutenir des causes. Alors ne pas se rassembler, c'est finalement laisser à distance les causes. Mais en fait, le cancer, il est dans toutes nos maisons, dans toutes nos familles, il s'est pas arrêté, lui. Dans tous les milieux professionnels. Et les gens souffrent et ils n'ont pas forcément plus de capacité à assumer ces souffrances. Donc on est là pour eux. Et c'est vrai qu'on en appelle finalement à la solidarité. Bravo. Merci beaucoup Alain pour tout ce temps et bravo à l'Institut Raphaël. On va lui souhaiter vraiment une très très longue vie et surtout de pouvoir aider beaucoup de patients. Merci.